Bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. 14 morts, des dizaines de blessés et près de 200 millions d'euros de dégâts. Les inondations qui ont touché l'Aude il y a quelques jours resteront dans l'histoire. Un événement tragique, désormais classé comme catastrophe naturelle. Mais ces phénomènes climatiques se répètent désormais. Alors, quel recours? Comment indemniser au mieux les sinistrés? Comment les élus peuvent faire face sur le terrain? Et quelles sont les nouvelles normes ou responsabilités face à ces fléaux? On en débat avec nos invités. Maryse Carrère, bonjour. Bonjour. Sénatrice PRG des Hautes-Pyrénées. Vous avez été maire de Lau-Balagnas, une commune qui a été impactée par les inondations de 2013 dans les Pyrénées. Et vous avez également été à la manœuvre lorsqu'il a fallu rebâtir et réaménager après la catastrophe. Dans cette émission, nous verrons également quel rôle joue l'État et ses représentants dans la région. Marc Siegfried, bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-préfet et directeur de cabinet du préfet d'Occitanie. Autre élu qui a connu la tourmente, Hubert Mesplier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le maire de Gaillac-Toulza. Vous n'avez pas eu le temps de fêter la victoire des Bleus en finale de la Coupe du Monde de football le 15 juillet dernier au soir. Le niveau des eaux a atteint jusqu'à 1,50 m dans votre commune. Près de 150 maisons y ont été inondées. C'est ça. Enfin, autre acteur majeur face à ces événements climatiques, les assureurs. Fabrice Bertin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Occitanie de la Fédération française de l'assurance. Alors avant de vous entendre, mesdames, messieurs, écoutons ceux qui ont été touchés également il y a 5 ans, au pied des Pyrénées, les habitants de Saint-Béat, au sud de la Haute-Garonne. Quels souvenirs gardent-ils? Se sentent-ils mieux protégés? On les écoute. Tout Saint-Béat a été touché, on a été impacté. Ici, c'est arrivé jusqu'au plafond, voilà. J'ai pas été à la seule, on a été beaucoup dans ce cas-là. C'est ancré à tout jamais. Après, ce qui fait chaud au cœur, c'est toutes ces aides qu'on a pu avoir de l'extérieur, des jeunes, des moins jeunes, qui sont venus nous aider. Et puis voilà, et des cartes un peu de partout dans le monde qu'on a reçues. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Vous avez vécu les inondations de 2013? Pas directement, mais on en a vu les conséquences et tout ce qui en découle du fait de simplement pratiquement la mort annoncée du village de Saint-Béat, dans la mesure où plus rien ne peut se faire au niveau tourisme, puisqu'il n'y a plus aucun camping. Celle des 2 campings, Saint-Béat, n'est plus Saint-Béat. Toutes les leçons n'ont pas été tirées, je pense. Il reste encore beaucoup d'aménagements à faire et beaucoup de choses encore à améliorer en termes de prévention. Le 8 mai de cette année, nous avons eu encore ici à Saint-Béat les rues inondées et il n'y a eu aucune alerte, notamment sur le système de Saint-Béat qui était défaillant. Mais actuellement, les travaux, non. Quand vous sortez de Saint-Béat, vous avez encore des arbres entiers qui sont dans la Garonne. Vous avez des îlots au milieu. Alors je veux bien qu'on ne puisse pas toucher le lit de la Garonne, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on privilégie. Voilà. Si c'est le passage de l'eau, si c'est la vie des personnes, il faut... Voilà. Difficile de se relever donc. Alors, sans vouloir comparer les situations et les drames, comment se fait-il, Marc Siegfried, qu'il a fallu attendre quelques heures à peine, voire quelques jours pour que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu dans l'Aude et que 3 mois après, par exemple à Gaillac-Toulza, on vient à peine de donner ce classement officiel? En fait, je dirais qu'il y a une procédure classique de reconnaissance de catastrophe naturelle où effectivement il y a une période climatique exceptionnelle qui survient et dans ce cas-là, effectivement, vous avez une demande qui est faite par la mairie auprès des services de la préfecture et ensuite qui remonte au ministère et ensuite une commission qui se réunit au niveau interministériel et qui décide de l'état de catastrophe naturelle. Ça, je dirais, c'est le cas classique. Et ensuite, lorsque vous avez des événements tout à fait exceptionnels, et c'est le cas qui s'est passé bien sûr dans l'Aude, dans ce cas, vous avez une procédure dérogatoire où il peut y avoir une décision immédiate décidée par le Premier ministre où il y a une décision directement de publier au journal officiel l'état de catastrophe naturelle. Qu'est-ce qui enclenche cette procédure exorbitante? Le nombre de victimes, l'ampleur des dégâts, le territoire touché? C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est l'ampleur des dégâts, des personnes touchées. Par exemple, dans le cas de l'Aude, vous avez 126 communes qui ont été touchées. Immédiatement, donc, il y a eu une reconnaissance de cet état de catastrophe naturelle. Et c'est pour cela que cela a été extrêmement rapide, puisqu'il y a eu 3 jours après la publication au journal officiel, alors que généralement, ça prend effectivement quelques semaines, voire quelques mois. Hubert Mesplier, comment vous avez fait, j'allais dire, en attendant?
Écoutez, on est bien obligé de s'adapter aux exigences administratives. Hein. Effectivement, chez nous, l'événement a eu lieu le 16 juillet. Nous avons déposé à la préfecture le 17. Il n'y avait pas de commission au mois d'août puisque c'était les vacances. Donc l'importance, vous avez précisé, vous voyez les photos. 150 maisons inondées, voilà, exactement. Plus d'1,50 m d'eau par endroit. Absolument. Et donc nous avons attendu. Le décret a été pris le 17 septembre. Et la publication, c'est ce que nous ne comprenons pas. Pourquoi la publication, on a été obligé d'attendre un mois de plus. Le 20 octobre. Vous avez peut-être une réponse sur ce délai? Voilà. Alors en fait, il y a une décision de la commission interministérielle qui a lieu, donc effectivement la commission s'est réunie le 11 septembre, et ensuite effectivement il faut le délai de traitement pour qu'il y ait la publication au journal officiel. De mémoire, Maryse Carrère, c'était allé vite dans les Pyrénées ou pas? Oui, très vite, parce qu'on était rentré dans la catégorie de catastrophes exceptionnelles aussi, plus de 80 communes touchées, avec des gros dégâts, des maisons emportées. Heureusement, ou malheureusement, nous n'avons eu à déplorer que 2 pertes humaines. Par rapport à l'Aude, on n'était pas dans la même situation, mais c'est pour ça que la CatNat, on l'a eu en 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce que ça change, Fabrice Bertin, au niveau des assurances? Alors en fait, il faut resituer peut-être ce qu'est la garantie catastrophe naturelle. C'est une garantie qui date de juillet 1982, qui est encadrée par la loi et qui est déclenchée à partir du moment où on a un arrêté interministériel qui est publié. Donc nous, on attend la publication, effectivement, pour pouvoir... Vous ne bougez pas avant? C'est-à-dire qu'il n'y a pas des fonds débloqués par anticipation? Évidemment, si. Là, c'est le cas pour l'Aude, où c'est évident, vu l'ampleur de la catastrophe, on n'a pas attendu, la profession n'a pas attendu d'avoir l'arrêté, même s'il a été très rapide, comme on vient de le dire. Les assureurs peuvent faire des avances, peuvent faire des acomptes, et voilà, c'est le cas actuellement. Comment ça s'est passé, vous, pendant ces 3 mois? Vous avez eu de l'argent? Comment vous êtes débrouillés? Et comment les sinistrés eux-mêmes se sont débrouillés, y compris par rapport aux assurances? Alors, je pense que, comme dans les cas d'événements aussi graves, la solidarité des proches, soit des habitants, soit de la famille, soit des communes voisines, soit des municipalités voisines, ça a bien fonctionné, ça a très bien fonctionné. Au niveau des associations locales aussi. Donc on a eu la possibilité d'avoir quelques fonds. On a récolté en quelques jours 12 000 €, on les a distribués. Vu le nombre, bien entendu, on n'a donné que 140 € à chaque sinistré, pardon. Et on a privilégié les gens qui habitaient là. Bon. La préfecture, relais local, j'allais dire de l'État, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ces cas-là? Alors en fait, lorsque vous avez des événements plutôt exceptionnels, il peut y avoir un déblocage de fonds pour les particuliers qui est à hauteur de 150 € pour une personne adulte et de 75 € par enfant. Si je reprends l'exemple de... C'est une somme mensuelle, hebdomadaire? Non, c'est une somme qui est versée une seule fois, forfaitaire, qui est versée donc à chaque personne sinistrée. Dans le cas de l'Aude, les montants ont été surévalués puisque le montant a été donné de 500 € par adulte et de 200 € par enfant. Ouais. Est-ce que, pour qu'on pose bien l'état des lieux de la situation, est-ce que tous les biens publics sont assurables ou pas? Non. Non, il n'y a que quelques biens publics qui sont assurés. Vous avez des établissements, oui, le bâti, les routes ne sont pas assurables. Voilà, les voiries ne sont pas assurables. Les réseaux ne sont pas assurables. Et ça, il faut le relais de l'État avec les fonds, soit calamité, soit solidarité, qui ne dépendent pas forcément de la catastrophe naturelle, de l'état de catastrophe naturelle. La catastrophe naturelle, elle est utile pour les biens assurés. Techniquement, qu'on comprenne bien, Fabrice Bertin, pourquoi on ne peut pas assurer un pont, une route? Alors, c'est à la fois... D'abord, ce n'est pas prévu par la loi, ça c'est la première chose. Et puis, les conséquences... la solidarité, si vous voulez, n'y suffirait pas pour assurer des ponts, des routes. Voilà. C'est là où le rôle de l'État, finalement, prend tout son sens, quoi. Tout à fait, avec des dotations de solidarité qui peuvent permettre justement la prise en charge de certains ouvrages qui sont détruits, notamment les plus importants, comme les ponts, par exemple, les routes. Évidemment, ces dotations de solidarité peuvent permettre de soulager l'effort de reconstruction qui, parfois, peut s'avérer extrêmement lourd, notamment pour des communes. Et est-ce qu'il y a une égalité entre les sinistrés? Est-ce que le fait qu'il y ait un élu plus important, un ancien ministre, qui ait ses entrées à Paris, est-ce que ça accélère le mouvement ou pas? Non, ce qu'on regarde, bien entendu, c'est
l'état de l'ouvrage, dans quel état il est, et ensuite on regarde quel est le montant à verser. Évidemment, on regarde si les montants sont importants. Si une entrée directe à Matignon, à l'Elysée, ça ne va pas forcément plus vite. Ce qu'on regarde, c'est naturellement le service que l'on peut rendre aux populations avec la reconstruction de cet ouvrage. Alors on se souvient notamment, on l'a vu encore dans le journal cette semaine, par rapport à l'autre notamment, on pense au maire de Laderne sur Loquet qui lui se retrouve avec 200 000 € par exemple de réparation sur son pont à l'entrée même du village. Ça, c'est des cas de situation que vous connaissez là actuellement? Oui, absolument. Au niveau de la voirie, par exemple, pour la commune de Gaillac-Toulzat, je pense que c'est pareil pour Caujac, la commune qui a été touchée et voisine, comme pour Gardouche. Les dégâts sont importants. Pour nous, c'est 250 000 €. Effectivement, on a fait appel au fonds de solidarité qui est prévu. Bon, nous attendons bien entendu le récépissé de dépôt pour commencer à enclencher... Et tout sera couvert, les 250 000 € peuvent être... On ne sait pas, mais de toute façon, nous ne pouvons pas commencer les travaux tant que nous n'avons pas l'accusé de réception du dossier. Le dossier qui est parti, bien entendu, dans le délai de 2 mois. Vous l'avez bien reçu, au moins, rassurez-nous. Oui, alors... Il est sur votre bureau. Oui, si on peut aider. Si on peut aider. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a un apport très substantiel qui peut être apporté, évidemment, par l'État en fonction des catastrophes. Normalement, la collectivité apporte à chaque fois un montant minimum qui est de 20%. Mais dans certains cas exceptionnels, il peut arriver que ce soit parfois 100%. C'est ce qui est prévu d'ailleurs pour l'Aude. Alors on l'a vu, c'est pas simple administrativement. Alors on se rappelle, Maryse Carrère, que François Hollande était arrivé très vite dans les Pyrénées lors des inondations de 2013. Et on se souvient aussi de Michel Pellieu, le président du département, qui avait dit « Écoutez, moi les règlements, c'est bien gentil, mais s'il faut aller plus vite pour réparer, on va le faire. » Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à passer par-delà les règlements pour aller plus vite, ou comment vous êtes débrouillé à l'époque? Déjà, il s'est beaucoup battu. Oui. Quand on parlait tout à l'heure de si une personne est influente ou pas. On sait que ça joue. On rappelle le nombre de bons, on sait que ça joue. C'est pas forcément en termes d'influence, c'est surtout en termes d'acharnement et de savoir-faire. Il faut marquer oui. Alors c'est vrai que quand on parle de fonds calamité ou fonds solidarité, il y a des différences de taux de subvention en fonction de la richesse de la commune ou de la collectivité concernée. Michel Pellieu, lui, quand il a entendu qu'une circulaire allait figer la participation de l'État dans le fonds calamité pour rembourser les dégâts causés à la voirie départementale et aux ouvrages départementaux. Des dégâts gigantesques dans les Pyrénées. C'était 120 millions d'euros de dégâts publics uniquement. Il a dit, moi, 35%, ça ne me satisfait pas. Et il s'est battu pied à pied, et j'étais témoin parce que je travaillais à ses côtés à ce moment-là. Il s'est battu, il a parcouru les cabinets ministériels, il est allé jusqu'à l'Élysée voir François Hollande, lui rappeler ses engagements, lui dire, rappelez-vous quand vous êtes venu, vous avez dit... Le conseil départemental fera, l'État paiera. Donc il lui a rappelé ça et c'est vrai qu'on est monté à des taux de subvention dérogatoires, un peu exceptionnels, tant pour le conseil départemental que pour les communes et les syndicats qui avaient en charge ces travaux. Alors, retour sur la visite d'Emmanuel Macron dans l'Aude ce lundi. Il a annoncé la création d'un fonds de 80 millions d'euros. Ça se passe comment quand le président débarque? J'allais dire, évidemment, vous avez anticipé la chose. Vous avez fait une évaluation et autres, et vous êtes consulté. Comment vous avez travaillé pour qu'il annonce ça? Alors, si vous voulez, en fait, il y a des premières estimations de terrain qui remontent. Et donc, on donne des éléments chiffrés qui permettent effectivement d'évaluer le montant. Donc, la première remontée d'informations, c'était un montant effectivement d'à peu près 80 millions d'euros, mais qui montait jusqu'à 200 millions d'euros. Donc, des sommes assez conséquentes qui étaient annoncées. Et donc, la décision du président de la République a été effectivement de faire un fonds de roulement pour permettre justement de ne pas bloquer les travaux lorsque les travaux peuvent être déjà réalisés. On entend, ça ne suffira pas 80 millions. Je ne pense pas. Alors je ne connais pas la situation de l'Aude, mais c'est vrai que dans les Hautes-Pyrénées en 2013, on était sur un fonds qui avait été débloqué de quasiment 70 millions d'euros. Et je pense que l'Aude, on est quand même dans des... Sur ce côté-là, effectivement, l'évaluation continue à être en cours. Puisque c'est par une première annonce, c'est une première annonce, exactement, par rapport au montant qui était estimé. Et puis ensuite, il faudra effectivement avoir affiner plus le montant réel de l'ensemble des travaux qui doivent être réalisés. Et ça prendra bien sûr du temps. Alors, on va voir que les travaux, justement, ne sont pas finis dans les Hautes-Pyrénées, notamment 5 ans après les inondations. Les infrastructures sont encore aménagées. Nous sommes allés nous en rendre compte dans le secteur de Luz-Saint-Sauveur. Reportage signé Geoffrey Berg et Jack Levé.
À Luz-Saint-Sauveur, la dernière phase des travaux, suite aux crues de 2013, a débuté sur le cours d'eau de Lise. Le but, élargir les berges et créer des plages de dépôt pour empêcher de nouveaux débordements. Il y a 5 ans, les inondations avaient causé d'énormes dégâts dans les Hautes-Pyrénées, à Luz, mais aussi à Lourdes et à Barège notamment. Après 4 ans de réparation, la commune de Luz s'attaque maintenant à la prévention. L'idée, c'est de permettre au torrent, dès qu'il le peut, de décharger ses matériaux, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'inondation, il y a essentiellement dans les crues de l'eau, mais beaucoup de matériaux qui sont justement issus de l'érosion. Il y a des plages de dépôt qui sont créées de manière à permettre à ces matériaux de déposer simplement par le fait d'un ralentissement, donc c'est les endroits où il y a moins de pente, et les matériaux qui se déposent juste avant de passer, notamment les ouvrages. Contrairement aux travaux de réparation, pour lesquels l'État a rapidement débloqué des fonds, ces travaux de prévention ont mis 5 ans à voir le jour. Un problème récurrent pour les collectivités. C'est lié au délai des études, des autorisations réglementaires. Et donc, c'est vrai que c'est des délais assez importants. Donc, pour arriver du point de départ de la décision des travaux aux travaux, on compte entre 4 et 5 ans dans le meilleur des cas. La commune a de nouveau été touchée par les inondations en mai dernier. Les berges et la voirie ont été endommagées en aval du cours d'eau. Mais les travaux réalisés ces dernières années ont limité la casse. Pour la crue de 2013, c'est plus de 30 millions d'euros de travaux de reconstruction avec des berges, des ponts. C'était des gros dégâts sur cette crue de 2013. Et pour cette année, pour l'instant, on est à 1 million et quelques d'euros de reconstruction. C'est pas comparable. Dans le Val d'Azun, en revanche, les crues du printemps dernier ont causé d'importants dommages. À Gayagos, les dégâts sont estimés à 275 000 euros, soit 2/3 du budget annuel de la mairie. 5 mois plus tard, et malgré l'arrêté de catastrophe naturelle, la commune attend toujours d'être indemnisée par l'État. L'hiver arrive et dans l'état actuel des voiries, on ne peut pas faire passer un chasse-neige, quoi. Donc tant pis, on a commencé des travaux, mais on a commencé ces travaux pas dans un état d'esprit de refaire les choses correctement, quoi, vu qu'on n'a pas de réponse significative et concrète surtout de l'État, quoi. Pour éviter de nouvelles inondations dans le secteur, une étude hydrologique du GAV d'Azun sera réalisée à la fin de l'année pour déterminer les travaux nécessaires à la protection des biens et des personnes. Est-ce que, comme cet adjoint au maire de Gayagos qu'on vient de voir, Hubert Mesplier, vous vous dites, moi, il y a des travaux, il va bien falloir que je me débrouille pour les faire? Oui, on a commencé à se débrouiller, justement, en faisant appel aux collectivités, à la métropole, au conseil départemental, au syndicat de l'eau, enfin, tous ceux qui ont des engins, puisque dans ces périodes, bien entendu, on ne trouve pas d'engins pour pouvoir dégager. Donc, à côté de la solidarité des agriculteurs ou autres, on arrive à faire face, mais c'est épisodique. Je pense que maintenant, on va pouvoir aller un peu plus loin. Avec la reconnaissance. Avec la reconnaissance de catastrophes naturelles et commencer vraiment d'importants travaux. Pour faire face au problème de trésorerie, est-ce que vous avez dû augmenter la fiscalité locale? Non, pour l'instant, on n'en est qu'au stade des dossiers. Mais c'est sûr qu'une catastrophe comme ça, autant ça plombe la vie des sinistrés, autant ça va plomber pendant des années la situation de la commune. Est-ce que, comme on l'a vu, Fabrice Bertin, quand il y a répétition dans les séquences d'intempéries, comme à Gayagos par exemple, est-ce que ça fait monter le prix des assurances pour le particulier? Alors aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, mais demain? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Demain, c'est une question qui peut se poser parce qu'effectivement, on a un accroissement fort de la sinistralité que l'on observe sur les catastrophes naturelles. Pour vous donner un ordre d'idée, les projections qui sont faites, les modèles qui ont été réalisés, mettent en lumière qu'on devrait payer 2 fois plus de sinistres dans les 25 des prochaines années que dans les 25 dernières. Donc ça va forcément se répercuter sur les assurances que tout un chacun. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le système des catastrophes naturelles est un système qui fonctionne bien, qui est un système équilibré, mais très clairement, c'est un sujet d'attention. Est-ce que l'État, entre guillemets, fait des réserves? Non, il ne fait pas de réserve. Par contre, il constate qu'effectivement la sinistralité augmente. Pour vous donner un simple chiffre, aujourd'hui en Haute-Garonne, on a aujourd'hui 200 demandes de catastrophes naturelles, alors que l'année dernière, nous en avions pour la même période 120. Donc effectivement, on constate qu'il y a une augmentation des sinistralités. Après, il faut regarder dans le détail, parce que vous avez des petites sinistralités qui concernent 1 ou 2 communes, et d'autres qui sont évidemment beaucoup plus importantes et majeures. Et dans ce cas-là, effectivement, le coût s'envole.
Est-ce que, puisque les primes risquent d'augmenter, est-ce qu'il y a un fonds de garantie de l'État qui permet à ceux qui n'auraient plus les moyens de s'assurer d'être assurés malgré tout? Alors aujourd'hui, l'État déclare en fait l'état de catastrophe naturelle, à condition évidemment que les gens aient assuré leurs biens. S'il n'y a pas d'assurance dommage, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne pourra pas s'appliquer à ces personnes. Nous pourrons déclencher les fonds d'extrême urgence pour aider ces personnes qui sont dans la difficulté. Nous pourrons ensuite déclencher d'autres moyens comme le secours ou l'hébergement d'urgence. Et ensuite, je dirais, utiliser les moyens classiques de retour à la vie normale. Maryse Carrère, oui, allez-y, je vous en prie, En matière de relogement, justement, le fait de diminuer les attentes administratives permettrait aux assurances de ne pas continuer à payer 3 mois après des relogements. Ça serait une économie. Donc, plus on va vite dans la reconnaissance d'états de catastrophe naturelle, plus on économise sur le fonds global. Et justement, et on comme pourrait il y a plus de peut-être... sinistres, est-ce qu'il y a plus de fonctionnaires mobilisés pour traiter les dossiers? Est-ce que les moyens de l'État ont suivi en termes de ressources humaines, tout simplement? Alors, à chaque fois qu'il y a des catastrophes naturelles, naturellement, l'État répond présent. Autrement dit, nous avons toujours les personnels qui se mobilisent au moment d'une catastrophe. Donc là, il y a des renforts qui viennent. Il y a des renforts qui viennent. Nous l'avons fait pour l'Aude. Et naturellement, cela se fait de manière, je dirais, tout à fait naturelle parce que l'État doit répondre à une demande extrêmement forte des citoyens à un moment donné. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, effectivement, sur le logement, il faut pouvoir répondre. Nous avons des dotations qui sont faites par l'État, les communes, le conseil départemental, pour reloger les gens dans les logements sociaux. Et nous utilisons notamment ces mécanismes pour permettre le relogement de personnes qui ne peuvent plus être hébergées chez elles. Fabrice Vertin. Alors, le relogement est un vrai sujet en matière de catastrophes naturelles, puisque je précise que les catastrophes naturelles ont pour objet d'indemniser les dommages directs des assurés, mais on n'a pas forcément cette garantie dans tous ces contrats-là. Et donc, ça crée parfois, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, un sentiment un peu d'inéquité face à l'indemnisation. On peut avoir 2 assurés, 2 voisins, le premier qui va bénéficier d'une garantie relogement parce qu'il a un contrat d'assurance qui prévoit cette garantie annexe non obligatoire, alors que voilà, son voisin... C'est important de le dire à tous les spectateurs, attention au contrat d'assurance, lisez bien va avoir un contrat relativement simple, en quelque sorte, qui ne prévoit pas ces garanties annexes et qui ne bénéficiera pas de cette garantie-là. D'ailleurs, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais sur le projet de réforme de l'assurance catastrophe naturelle, c'est un sujet sur lequel on a un véritable point d'intention, et la Fédération française de l'assurance fait des propositions en ce sens, de façon à uniformiser un peu les contrats et les garanties. Maryse Carrère, allez-y, décidément. Vous êtes là pour ça. Allez-y, Bernard. Un effet indirect aussi du relogement et une inquiétude pour nous, c'est que la commune fait partie des communes à recenser en janvier. Donc si j'ai 30 maisons vides, je vais perdre 50 ou 60 habitants. Je vais perdre pendant 5 ans des aides de l'État au niveau de la DGF. Dotation générale de fonctionnement versée par l'État. Dotation générale de fonctionnement. Donc c'est une inquiétude. C'est pour ça que 3 mois pour nous, c'est vraiment... surtout que Madame la sous-préfète est venue 3 fois dans la commune, 2 fois dans la même semaine pour voir les dégâts. Et ça, je l'en remercie. Donc, et elle aussi pensait que ça allait aller beaucoup plus vite. Alors qu'est-ce qu'il y a eu au niveau national Posez peut-être la question au représentant de la préfecture, peut-être une réponse. On ne sait jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce qu'a dit Monsieur le maire. C'est que le dossier a été transmis ensuite au ministère, qui a eu ensuite la réunion de la commission qui a eu lieu le 11 septembre, et ensuite, effectivement, la publication le 20. Maryse Carrère, ça y est, on y arrive. Le 20 octobre. Est-ce que tout ça met également une pression supplémentaire sur les élus? Vous êtes sénatrice, censée être le relais entre les élus locaux et l'État. Est-ce que ces phénomènes climatiques à répétition mettent, j'allais dire, en plus de leurs tâches habituelles, encore plus de pression sur les épaules des élus? Bien sûr, je me mets à la place de Monsieur le maire à côté de moi. J'ai vécu cette situation. Vous avez été maire, vous, au moment de l'intempérie. En 2013, même si ma commune a été sinistrée, voire moins d'habitations a été sinistrée sur ma commune que chez toi, mais ça a été
c'est terrible pour un maire de vivre ces situations-là, parce qu'on sent vraiment, à ce moment-là, moi c'est la première fois, en tout cas en 2013, où j'ai ressenti le poids de la responsabilité d'être maire. C'est là qu'on sent qu'on a vraiment la vie des gens entre nos mains, entre guillemets, parce qu'il faut qu'on prenne les décisions de les évacuer s'il faut les évacuer. On n'a pas toujours envie de les évacuer, parce que moi j'ai eu la situation chez moi, je vais vous raconter, une mamie de 85 ans qui me disait non, je pars pas de ma maison, je pars pas de ma maison. Et j'ai fait le choix de l'y laisser toute la nuit. Vraiment, on était sur un bord de cours d'eau qui était en crue, et toute la nuit on l'a surveillée. Avec mes adjoints, avec les conseillers municipaux, on a fait des tours de garde pour surveiller la rivière, parce qu'on a fait ce choix de la laisser, de ne pas la sortir de chez elle. C'est une responsabilité que j'ai prise. Le lendemain, je peux vous dire que je m'en suis mordu les doigts, parce que je me suis dit, jamais j'aurais dû faire ça, jamais. J'ai été inconsciente. J'aurais dû la forcer à sortir de là, peut-être la traumatiser temporairement. Rassurez-nous, elle est bien sortie, cette grand-mère. Elle s'en est bien sortie, oui, la maison n'a pas été impactée, pour le coup. Mais franchement, les citoyens mesurent difficilement la pression qu'ont les maires à ce moment-là sur les épaules. Et le fait que ce soit répétitif, c'est-à-dire que finalement, il y a une épée de Damoclès aussi. Oui, tout à fait. Alors bon, on y pense. On arrive à oublier, pas oublier, mais on arrive quand même à en tirer des leçons, des retours d'expérience, et c'est ça qui est bien aussi. Moi, je vois quelques années après, avec tout ce qu'on a pu faire sur le territoire, on arrive à tirer des analyses et à faire aussi des travaux qui font qu'on améliore aussi les situations, et on a quand même un peu moins de danger à l'immédiat. En tirer des leçons, ce type de phénomène répétitif, c'est toujours des retours d'expérience pour vous, représentants de l'État. Ça vous permet d'avancer, j'allais dire, à la fois pour accélérer les procédures, mais pour l'ensemble. Tout à fait. En fait, on n'a pas beaucoup parlé encore de la prévention. La prévention, c'est, je dirais, un aspect majeur, justement, pour éviter des catastrophes vis-à-vis des biens et des personnes. Or, il y a un dossier départemental des risques majeurs qui est établi à peu près tous les 5 ans, et qui se décline ensuite dans les communes via ce qu'on appelle le PCS, le plan communal de sauvegarde, et qui est donc préparé par chaque commune à risque. Et dans ce plan communal, il y a justement les indications de que faire lorsque vous avez une inondation, un séisme, une avalanche, en fonction du risque sur lequel vous êtes soumis. Et donc c'est évidemment très important d'avoir ces consignes, parce que quand ça vous arrive à 2 h du matin et que vous avez une inondation ou un séisme, eh bien, il faut avoir les réflexes pour très vite évacuer les personnes. Donc ce plan communal de sauvegarde est actualisé, et chaque année, nous réactualisons l'ensemble des plans et des cartes. Merci. Merci à vous 4 d'avoir accepté de débattre avec nous. Un débat qui se poursuit, vous le savez, sur notre blog, le blog politique. Ne ratez pas, toujours sur les inondations. Rendez-vous donc lundi sur notre antenne à 21 h. Un documentaire exceptionnel de 52 minutes sur les inondations dans l'Aude, suivi d'un débat avec tous les acteurs qui ont œuvré sur le terrain, et également ceux qui vous parleront des questions qu'on a abordées ici, c'est-à-dire les jours d'après les inondations. Rendez-vous donc lundi soir à 21 h.